Et donc, je vais maintenant passer la parole à Marie Barral-Baron de l'Université de Franche-Comté, et qui est une grande spécialiste d'Erasme, qui a en particulier récemment publié un ouvrage sur l'enfer d'Erasme qui jette vraiment une nouvelle perspective, en montrant la profondeur de la prise de conscience d'Erasme dans les derniers temps de sa vie, sur les ruptures de l'histoire de son temps, et donc qui va nous parler des réseaux savants et travail collaboratif autour du Nouveau Testament d'Erasme. Je vous remercie beaucoup pour cette présentation, et je remercie également beaucoup Jean-Marie Le Gall et Thierry Amalou pour cette invitation à ce beau colloque. Alors effectivement, s'intéresser aux réseaux savants et au travail collaboratif autour du Nouveau Testament d'Erasme est un sujet bien trop vaste pour être abordé en 20 minutes. Aussi, afin de vous présenter quelque chose d'assez organisé, je donne bien sûr un sens restrictif à ce terme de réseau, qui est compris vraiment comme un échange de lettres ou d'objets ou de manuscrits. Et je vais essayer de parler de ces réseaux vraiment, je dirais, de 1500 à 1527, jusqu'à la dernière édition du Nouveau Testament, pour vous proposer une autre lecture en fait, de ces réseaux érasmiens. Donc s'intéresser à ces réseaux suppose, il me semble, de plonger en fait dans l'atmosphère de l'atelier bâlois, de l'imprimeur Johann Froben, de s'immiscer même au cœur de cette familia fervente qui entoure Erasme durant ces mois enfiévrés qui virent la naissance de cette œuvre dont nous parlons aujourd'hui et qui constitue un événement dans l'histoire de la chrétienté. Car Erasme, nous l'avons dit déjà à plusieurs reprises, n'a bien entendu pas réussi à publier seul un tel ouvrage. Il a eu besoin de l'appui au quotidien de nombreux humanistes, parfois aussi savants que lui, qui se font tour à tour correcteurs, prêteurs de manuscrits, relecteurs, tandis que d'autres, ou parfois les mêmes, l'entourent de leur bienveillance ou de leur encouragement, afin qu'il mène à bien son exigeant projet. Les lettres de sa correspondance témoignent d'ailleurs, souvent en creux, de l'importance de l'érudition de ses amis, de la puissance de ces réseaux savants qui l'entourent et qui le font profiter de leur savoir et de leurs manuscrits. Néanmoins, si cette familia érudite est la plupart du temps amicale, elle n'est pas non plus exempte de tensions ou de rivalité entre les hommes qui la constituent. Loin d'être un univers toujours feutré, ce petit monde de savants peut être aussi le théâtre de mesquinerie, de mauvaise foi sur fond de jalousie. Afin d'esquisser donc au mieux ces réseaux de savants et ce travail collaboratif qui se met en place autour d'Erasme, je rappellerai tout d'abord la genèse de l'œuvre, puis je brosserai à grands traits cet antre de Trophonius que fut l'atelier de Froben, dans lequel éclot le Nouveau Testament de 1516, pour montrer que le réseau est moins, me semble-t-il, le signe de la vitalité de l'écriture du Nouveau Testament que la marque, la trace de la difficulté d'Erasme à poursuivre son œuvre, tant les critiques sont nombreuses et violentes. Donc la jeunesse du Novum Instrumentum est mal connue, non des spécialistes, parce qu'on le connaît bien, mais du public, puisque si Erasme réfléchit longuement à cette publication, il l'édite soudainement. Néanmoins, il est possible de reconstituer et de reconstruire comment germe en lui l'idée de publier la parole de Dieu. Ce projet est le fruit au départ non de rencontres avec des manuscrits, mais de rencontres et de discussions auprès de contemporains lettrés, dont la parole agit sur Erasme comme un puissant révélateur. Très tôt, je dirais que le travail collaboratif est en marche et les prémices d'un réseau savant s'épanouissent. C'est en effet, André Gaudin l'a bien rappelé, auprès de deux prêtres, John Collet, dont il fait la connaissance à Londres en 1499, et Jean Vitrier, qu'il rencontre à Saint-Omer en 1501, qu'Erasme prend la décision de quitter la poésie pour consacrer sa vie aux lettres sacrées. L'amitié de ces deux hommes agit en effet sur lui comme une révélation. Il comprend avec eux que le domaine de la théologie n'est pas seulement celui des barbares, mais qu'il peut être aussi, comme il l'écrit dans une missive à Collet en octobre 1499, je le cite, « très beau de multiples manières et très pieux, comme son nom l'indique ».
John Colet ouvre ainsi l'esprit d'Erasme au sens de la théologie, qui n'est pas un verbiage creux et perpétuellement en manque de dispute, comme il le croyait jusqu'alors, mais un moyen d'éclairer les mystères de Dieu. C'est à cause des mystères de Dieu que la théologie doit être restaurée dans sa pureté. C'est d'eux par conséquent qu'elle tire sa beauté. La beauté théologique est celle des mystères divins, écrit très justement Georges Chantraine. Avec Colet, Erasme apprend à parler au sens fort du mot. Il comprend que le sens et le style peuvent s'unir dans un même langage. Il découvre en fait sa langue maternelle. À l'image de Colet, il souhaite donc restaurer la théologie. Ses entretiens spirituels avec l'humaniste anglais et la lecture attentive des commentaires de saint Paul stimulent encore son désir de se vouer, je cite Erasme, tout entier aux lettres sacrées et de commenter à son tour les épîtres. D'ailleurs, c'est fort de cet objectif qu'il décide d'apprendre la langue grecque qu'il entend maîtriser en 3 ans. Colet, on en parlait un petit peu tout à l'heure, ne comprend pas cet acharnement et des tensions se font jour très tôt entre les deux hommes. En contradiction avec l'opinion de son ami anglais, Erasme estime en effet que la méconnaissance de la langue grecque est un obstacle à la bonne compréhension du texte biblique, à sa mise en contexte. Cette démarche exigeante témoigne du travail qu'entend mener Erasme sur le Nouveau Testament, mais révèle aussi les tensions et les désaccords qui animent immédiatement les membres de ces cercles savants et amicaux. En dépit de ceci, Erasme poursuit sa quête et son enquête pour retrouver la pureté du texte originel de la parole de Dieu. Colet lui apporte d'ailleurs, encore une fois, une aide essentielle, mais cette fois-ci non pas spirituelle, mais concrète, matérielle, en fournissant à Erasme des manuscrits latins des Écritures saintes. C'est en effet au cours des années 1505-1506 que l'humaniste commence à travailler le texte latin du Nouveau Testament. Or, à cette date, il utilise des manuscrits latins qui proviennent de la bibliothèque Saint-Paul, à Londres. D'après Rhénanius, l'humaniste projette dans un premier temps de marcher sur les traces de Valla en imitant son travail d'annotation sur le Nouveau Testament. Mais il songe aussi très tôt à publier tout ou une partie de sa nouvelle traduction latine du Nouveau Testament achevée auprès de Colet en 1506. Et il faut l'intervention ferme de l'abbé de Glastonbury, Richard Beer, auprès de qui le poète italien Bernard Andreas avait introduit Erasme, et qui marque une désapprobation très ferme de modifier le texte de la Vulgate pour qu'Erasme décide de laisser provisoirement de côté ce travail. Alors là, c'est intéressant parce qu'on voit que finalement, au départ, le réseau, s'il existe, empêche Erasme en fait. Le réseau est là pour le retenir et pas du tout pour l'encourager à publier. Alors cette genèse tout à fait particulière de l'édition du Nouveau Testament est révélatrice, me semble-t-il, bien entendu, du caractère incroyablement sensible de la source, c'est la parole de Dieu, donc de sa nature, mais trahit aussi le fait qu'Erasme ne sait pas tout de suite vraiment ce qu'il souhaite en faire. Il hésite à se lancer, tergiverse, préfère reculer, attendre le moment propice, comme pour lui, comme pour ses contemporains. Aussi, contrairement, et Madame Silvana Menke l'a bien dit tout à l'heure, contrairement à ce qui est sans cesse écrit et dit, Erasme ne prépare pas le Nouveau Testament en 10 mois dans l'antre de Froben. Même s'il a réalisé une véritable performance pendant cette période enfiévrée, son travail de l'année 1516 était en fait préparé de longue date. Car Erasme ne reste pas inactif entre 1506 et 1516, bien au contraire. Il obtient son doctorat de théologie à Turin en 1506, il séjourne à Venise en 1507, développant auprès d'Alié Manute une activité intellectuelle intense et poursuivant son étude du grec. En 1508, il achève une édition des Adages, visite Rome, rejoint bientôt l'Angleterre où il compose l'éloge de la folie, puis accomplit encore de multiples déplacements qui lui donnent l'occasion de rencontrer Thomas More, Mountjoy, pour n'en citer que quelques-uns, qui participent encore une fois par leurs discussions amicales au mûrissement de son projet. Thomas More, par exemple, depuis Londres, et on a des lettres qui le montrent bien, l'encourage à publier son texte comme des échanges épistolaires avec Budet, Lefebvre ou Colet, qui l'encouragent également, ou qui parfois le retiennent sur certains points. Et ce qui est intéressant à voir quand on confronte ces lettres, c'est que finalement, plus les objections sont nombreuses, plus Erasme a envie d'y aller. C'est-à-dire que l'objection, loin de retenir l'humaniste, a tendance à l'encourager encore un peu plus à publier ce Nouveau Testament, et on va voir que c'est un trait qui se maintient, je dirais, au moins jusqu'en 1519. En 1511, donc, il s'installe
s'installe à Cambridge, il suit des cours de théologie, de grec, qui lui dévorent tout son temps, tout cela est connu, mais surtout dans cette ville, c'est là qu'il comprend finalement quel va être son projet sur ce Nouveau Testament, puisqu'il découvre en 1512-1513 de nouveaux manuscrits en langue grecque cette fois-ci. Et la lecture de l'Apologia donne quelques précisions sur ces manuscrits qui étaient au nombre de 4. Et Erasme en fait très vite comprend finalement ce qu'il souhaite faire avec ce texte, c'est-à-dire en fait qu'il veut aller bien plus loin que Valla. Il ne s'agit plus en effet de corriger les erreurs des versions en usage en se référant à l'original grec et en même temps d'améliorer la qualité latine de la version de Jérôme, mais il faut vraiment aller plus loin. Erasme désormais se propose de tirer parti des 4 manuscrits pour établir un texte grec plus sûr et améliorer ainsi l'instrument de travail le plus nécessaire. C'est ainsi la découverte de ces manuscrits à Cambridge qui décide Erasme à publier non seulement une version corrigée de la Vulgate latine, mais également de tenter une édition nouvelle du texte grec, augmentée de ses propres notes. L'époque à laquelle il accomplit ce travail est indiquée par 2 lettres. Dans l'une, datée de l'automne 1512 et adressée à Pierre Gilles, Erasme dit à son ami qu'il s'apprête à terminer la correction du Nouveau Testament, et dans l'autre, adressée à Collet et datée du mois de juillet 1513, l'humaniste précise que la correction du Nouveau Testament est terminée et qu'il pourra dès lors se consacrer à Jérôme, Sénèque et Plutarque. Ainsi, on constate que finalement, dès la fin de l'année 1513, Erasme a à peu près terminé le texte du Nouveau Testament, celui de Jérôme, et il a enrichi considérablement les adages, ce dernier ouvrage comportant des développements intéressants sur la doctrine d'Erasme au point de vue de la nouvelle exégèse. Mais tout s'accélère, comme chacun sait, lorsqu'il reçoit la lettre de Beatus Rhenanus du 17 août 1515, qui lui apprend, alors qu'il est encore en Angleterre, que Froben, à Bâle, souhaite publier en première européenne, le texte grec du Nouveau Testament. Les mots de Rhenanus sont clairs, Froben désire avoir de vous le Nouveau Testament et il vous en donnera autant que qui que ce soit. L'humaniste revient alors sur le continent, s'installe à Bâle pour se lancer dans une des plus grandes aventures de l'histoire de l'édition. Comme nous l'avons dit, il s'agit de faire très vite, car en Espagne, un texte soigneusement préparé est déjà prêt, préparé par le cardinal Cisneros et un groupe de savants et théologiens pour le coup très organisés, avec notamment le fameux Stulinka, et qui n'attend pour paraître que l'autorisation du Saint-Siège. Donc face à cette pression permanente que constitue l'édition espagnole, l'humaniste se lance à corps perdu dans la préparation de son texte grâce à l'appui précieux de son cercle de collaborateurs érudits. En cette même année que Marignan, Erasme mène en fait à sa façon ses batailles personnelles. Le 7 mars 1515, il écrit par exemple, je le cite, « Moi, dans une seule mêlée, j'ai égorgé, taillé en pièces, anéanti plus de 4000 ennemis, ou mieux, plus de 4000 monstres. Tel est bien, je pense, le nombre d'erreurs que j'ai enlevées au seul Sénèque et que je compte désormais arracher à la parole de Dieu. Mais qu'il est périlleux de traiter de la même manière les classiques de la foi chrétienne. » Lorsqu'Erasme arrive à Bâle en 1514, il devient immédiatement l'éditeur en chef de l'entreprise patristique initiée 7 ans auparavant. Pour mener à bien un tel projet, Froben offre à Erasme des conditions exceptionnelles de travail, mettant à sa disposition une véritable équipe de scientifiques de 20 à 30 personnes. Dans cette familia fervente et érudite, dont les membres s'appellent entre autres Rhenanus, Capiton, Bruno et Basile Amerbach, sans parler des hébraïsants, Pélican et Münster, Erasme trouve tout de suite sa place. Il bénéficie aussi des conseils avertis de Johann Reuchlin et du feu dominicain Jean de Cuno. Ces hommes vont participer pleinement à terminer l'édition du Nouveau Testament. Rhenanus, par exemple, sait, chaque fois qu'il travaille sur un manuscrit, combien celui-ci a des chances d'être corrompu et quelle lutte, j'ai envie de dire, corps à corps, il faut engager contre lui. Soucieux de lui permettre d'achever dans les temps son œuvre, Froben invite également Colampad à prêter son concours. C'est lui qui va corriger les épreuves et contrôler le texte grec. Pour préparer l'impression de son volume, Erasme fait aussi appel à un correcteur qui travaille alors chez Matthias Schurer à Strasbourg, un certain Nicolas Gerbel. Appuyé enfin par Reuchlin, qui tente de lui fournir les derniers manuscrits manquants, Erasme est solidement armé pour parvenir à terminer son œuvre en quelques mois seulement. Dans sa correspondance, d'ailleurs, il salue ce temple des muses bâlois et rhénans. Je le cite.
Je crois vivre ici dans un véritable musée. Combien de savants et d'une espèce peu commune. Personne n'ignore le latin, personne n'ignore le grec. La plupart savent aussi l'hébreu. L'un se distingue par ses connaissances historiques, l'autre est féru d'antiquité, celui-là de droit, l'autre connaît à fond la théologie. Jamais jusqu'ici je n'ai eu la joie de vivre en si heureuse compagnie. Pour ne rien dire de plus, quelle honnêteté, quelle bonne humeur, quelle entente. On dirait que tous n'ont qu'une âme. Même s'il est lui-même l'âme de ce cercle, Erasme n'aurait pas pu réaliser sans l'assistance de ses amis érudits ses grands desseins. Car pour devancer l'équipe espagnole, Froben engage véritablement Erasme et ses collaborateurs dans une véritable course contre la montre. En quelques mois, à peine, l'édition Princeps du Nouveau Testament grec, assortie de nombreux commentaires et d'une traduction latine nouvelle, différente de la Vulgate, doit être préparée, composée, imprimée. Erasme a alors un besoin urgent des manuscrits pour avancer son travail. Ce n'est plus un plaisir de chercher les textes comme dans les années 1500. Mais c'est bien devenu une nécessité. Et c'est-à-dire que le réseau, finalement, lorsqu'il apparaît, il incarne tout de suite moins le plaisir d'Erasme qu'une obligation, qu'une nécessité. Tout de suite, il est sous ce sceau de la nécessité. Et d'ailleurs, ce cercle rapproché, notamment avec Reuchlin, se met immédiatement en quatre pour répondre à ces demandes. Mais le temps est tellement compté, Erasme est tellement fatigué, il le dit à plusieurs reprises dans ses lettres, que cette édition gréco-latine est en fait confectionnée en grande hâte. Le texte grec s'imprime sans méthode, avec le concours de protes trop intelligents, tels que Gerbel et Ocolympade, auxquels Erasme a en fait bien du mal à imposer son autorité. Certains manuscrits fournis par des bibliothèques conventuelles passent directement à l'atelier et portent encore les marques des typographes. Or, ces manuscrits, dont plus tard Erasme devait s'avouer déçu, ne sont pas les plus sûrs. Ils présentent des lacunes. L'humaniste semble n'avoir utilisé qu'insuffisamment le meilleur texte grec disponible à Bâle, que Jean Draguse avait au temps du concile ramené de Constantinople. D'ailleurs, certains de ses collaborateurs s'en émeuvent, tel Ocolympade, qui préfère aux manuscrits consultés un modèle plus sûr, mais récusé par Erasme, d'où certaines frictions, parfois sévères, dans l'atelier de Froben. D'ailleurs, pendant et après 1516, après la publication, lorsque les critiques vont s'amonceler contre Erasme, eh bien, Erasme aura un certain malin plaisir, certaines mauvaises foi, on pourrait dire, d'accuser Ocolympade d'être responsable des difficultés du Nouveau Testament. Il dira notamment, le Nouveau Testament, je cherche la phrase, il participa, en parlant d'Ocolympade, il participa et même présida à cette édition. C'est Ocolympade qui est responsable s'il y a des erreurs. Néanmoins, Erasme, on le sait lui-même, reconnaît la rapidité extrême de son travail. Le Nouveau Testament a été précipité plutôt qu'édité. Il explique très bien qu'il travaillait en même temps à son Saint-Jérôme, à 3 ou 4 livres, que les imprimeurs exigeaient de lui chaque jour un ternion, c'est-à-dire une feuille et demie d'in-folio, et que finalement il leur portait les manuscrits eux-mêmes, rapidement mis au point. Donc il faut bien comprendre qu'Erasme ne possède pas de copie entière du Nouveau Testament en grec, mais seulement plusieurs manuscrits. Prenant dans la bibliothèque de Bâle les premiers manuscrits venus, l'un du XVe siècle pour les évangiles, l'autre du XIIIe pour les actes et les épîtres, et une copie de l'Apocalypse toute aussi récente, Erasme les livre tels quels à l'imprimeur, après, alors je cite Erasme, après leur avoir fait subir les corrections nécessaires, et qui consistent pour la plupart à insérer dans le texte grec les leçons de la Vulgate latine. Il ajoute, dans les lettres que j'ai pu lire et dans lesquelles sont tirés la plupart de ces détails, je cite, que la révision des épreuves a souffert, soit encore une fois de l'incapacité des protes, soit du mauvais état de ma santé. Mais il prie ses correspondants de garder pour eux ces confidences, de peur, je cite encore Erasme, que les exemplaires de cette édition ne restent dans les magasins de l'imprimeur si l'on vient à se douter de la vérité. Les inconvénients de cette méthode sont connus, notamment avec l'exemple de l'Apocalypse. Erasme a utilisé un seul texte, le codex 1R de Bâle, appelé aussi codex captionis du XIIe siècle ou du XIe siècle, qui contenait le texte de cet ouvrage accompagné du commentaire d'André de Césarée. C'est encore une fois Reuchlin qui lui prête ce document, dont Erasme fait d'ailleurs une copie mauvaise selon lui. L'humaniste explique dans ses annotations que ce document a l'air si ancien qu'il pourrait avoir été écrit à l'âge apostolique. Or,
Or, ce manuscrit était mutilé, puisqu'il manquait la fin du livre, les versets 16-21. Et plutôt que de chercher ailleurs, plutôt que de solliciter ces réseaux savants, l'humaniste se contente de traduire lui-même ces 6 versets, en reconstituant ainsi le texte d'après la traduction latine de la Vulgate. Ainsi, dans le texte grec auto-édité par Érasme, existent des lectures qui n'ont jamais été retrouvées, même si elles sont proches, dans aucun manuscrit grec connu. Cette manière de procéder avec le texte de l'Apocalypse invite à s'interroger sur les manuscrits dont a disposé Érasme pour composer son Nouveau Testament. Encore une fois, ce ne sont pas les manuscrits, bien sûr, en tant que tels qui m'intéressent ici, mais les réseaux qui les lui fournissent. Dans le titre de son ouvrage, l'humaniste indique en effet qu'il en a utilisé beaucoup. Non solum ad Graecam veritatem, verum etiam ad multorum ultrusque linguae codicum, eorumque veterum simul et emandatorum fidem. Or, Jean Hadot a bien montré qu'Érasme n'a disposé en réalité qu'un nombre restreint de manuscrits différents selon les éditions. En fait, pour faire simple, les manuscrits sont de plus en plus nombreux au fil des parutions du Nouveau Testament. Tout se passe comme si plus son réseau savant s'étoffe, plus les manuscrits s'amoncellent dans l'atelier de Froben. En ce qui concerne la première édition, Érasme avait comme document de base 2 manuscrits. Pour les évangiles, il disposait du manuscrit 2E datant du XVe siècle et qu'il avait payé 2 florins du Rhin, ce qui lui semblait encore beaucoup trop cher. Pour les actes et les épîtres, il avait le manuscrit 2AP, qu'il désigne d'ailleurs sous le nom de Codex Amerbaciorum, datant du XIIIe siècle, peut-être même du XIIe. En plus de ces 2 textes, il se servait pour la correction du manuscrit 7P pour les épîtres datant du XIe et du manuscrit 1EAP pour les évangiles, les actes et les épîtres datant du XIIe. Les 3 derniers documents cités appartenaient à cette époque à la bibliothèque du couvent des Dominicains de Bâle, dont Érasme était l'hôte. Et le dernier avait été communiqué à Érasme par Reuchlin, qu'il avait lui-même emprunté au couvent à la bibliothèque des Dominicains de Bâle en 1488. Pour la seconde édition, et là c'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a une diversification des manuscrits. Donc l'édition de 1519, Érasme énumère dans la préface les nombreux manuscrits prêtés par ses amis, par son cercle savant. En premier lieu, le Codex Aureus de Malines du XIe siècle, exemplaire ayant appartenu à Matthias Corvin et dont l'humaniste a eu la communication grâce à la protection de Marguerite, régente des Pays-Bas. Il cite aussi 2 manuscrits prêtés par le prieur des Augustins de Korsendock, l'un en latin, l'autre en grec, qu'il juge très intéressant. Dans son Apologia, Érasme cite encore un manuscrit communiqué par Tunstall en 1517, également un autre manuscrit latin que l'abbé de Saint-Bavon de Gand lui aurait fait parvenir, et encore 2 autres épîtres provenant du monastère de Sainte-Agnès de Zoul. Pour la 3e édition, celle de 1522, Érasme là a eu l'occasion, durant un séjour à Bruges provoqué par la rencontre entre l'empereur Charles Quint et le cardinal Wolsey en août 1521, de consulter 4 manuscrits latins au collège de Saint-Donatien grâce à son ami Marc Lauverin, qui en était le doyen. Un seul contient le Nouveau Testament tout entier et les autres sont fragmentaires. Mais l'humaniste les estime beaucoup et pense que certains datent au moins du 8e siècle. Il a pu aussi utiliser à la même époque un manuscrit latin d'Anderlecht. Pour la 4e édition, celle de 1527, Érasme évoque 2 manuscrits latins des évangiles, l'un ancien, l'autre plus récent, en provenance de la bibliothèque du chapitre de Constance, qui là lui avait été prêté par son ami Johann Botzheim à l'occasion d'une visite en octobre 1522. Enfin, il est aussi question de 2 autres manuscrits latins de Bâle. Encore une fois, si j'énumère tous ces manuscrits, ce n'est pas ici pour en discuter comme cela a souvent été fait sur la qualité des manuscrits, les textes byzantins, les minuscules ou les majuscules, mais surtout de souligner combien Érasme bénéficie effectivement bien de l'aide constante et efficace, et de plus en plus efficace, de ses amis humanistes pour progresser dans son travail. L'efficacité de ces réseaux savants, au fil des rééditions du Nouveau Testament, s'étoffe, ce qui éclaire d'un jour nouveau, me semble-t-il, l'édition de 1516. Paradoxalement, alors qu'Érasme est très entouré dans l'atelier de Froben, il est aussi très solitaire. Et c'est sans doute l'édition où il est le plus solitaire parce qu'il porte finalement seul son projet inédit. Il s'en est ouvert seulement finalement à Reuchlin, c'est le seul confident à qui il explique ce qu'il veut faire. Il est aussi très seul parce qu'il est seul à être convaincu d'œuvrer pour le Christ, de défendre sa Philosophia Christi et d'être finalement un nouveau Jérôme. 2 lettres de 1515 de son correcteur Nicolas Gerbel sont à ce titre très révélatrices, à la fois des tensions, encore une fois, qui peuvent régner
régner au sein de ce cercle de travail, mais aussi et surtout des incompréhensions sur le projet théologique, érasmien en lui-même. Ces épîtres s'intéressent à la présentation typographique du Nouveau Testament. À savoir, vous l'avez évoqué tout à l'heure, Gerbel ne partage pas les choix d'Érasme à ce sujet, à savoir d'éditer le Nouveau Testament sur 2 colonnes, la version latine au regard du texte grec. Et il tient à le lui faire savoir. Même s'il s'agit là de questions strictement typographiques, c'est bien du projet théologique en lui-même dont il est question aux yeux d'Érasme. Je cite Gerbel. « Ton secrétaire m'a appris quelques détails sur ton ouvrage, qui est en train de voir le jour, sur sa présentation, quoi format, ses caractères, dans quelle succession, à ton estime, il fallait l'imprimer. À savoir, en sorte qu'une colonne réponde à une colonne, et que tout soit entrecroisé, en passant de ce qui est grec à ce qui est en latin, puis de ce qui est en latin à ce qui est en grec. Je crains beaucoup, très savant Érasme, que cette disposition, haec figura, soit condamnée avec le temps à ne pas plaire, même pas à toi, et cela pour de nombreuses raisons que j'ai jugé bon de t'écrire, comme au meilleur de mes amis. » Dans la suite de sa missive, Gerbel énonce en effet ses réticences à la mise en page choisie par Érasme, objections qui sont pour lui de 2 ordres. D'une part, ceux qui savent le grec n'ont que faire de la traduction latine, et ceux qui ne savent pas assez bien le grec seront retardés dans leur lecture, dans leur apprentissage par la présence du latin. À la première difficulté rencontrée, ces derniers abandonneront la lecture du grec pour se réfugier dans la colonne de droite. Sur un plan pédagogique, le lecteur qui désire apprendre le grec se familiarisera mieux avec cette langue si le texte est séparé de sa traduction. En fait, Gerbel veut supprimer tout simplement la vulgate, ce qui est encore plus révolutionnaire à l'époque, et Érasme n'était sans doute pas assez utopiste pour le faire. Or, Érasme, en tout cas, va balayer d'un revers de la main toutes ces objections de Gerbel et va les ignorer dans l'ensemble de son édition. Il fait imprimer le Nouveau Testament avec les 2 versions côte à côte. Ainsi, la ligne éditoriale qu'il avait établie dès 1514, comme en témoigne une lettre à Jacob Wimfeling, à savoir que le Nouveau Testament serait imprimé sur 2 colonnes, avec en plus les annotations, n'est absolument pas modifiée par les conseils de son entourage savant. Finalement, Érasme continue imperturbablement ce qu'il avait prévu, persuadé en 1515-1516 d'être un prophète incompris, et surtout de n'avoir à obéir à aucune autorité. En 1516, Érasme est libre, heureux, persuadé de pouvoir transformer le monde, de faire renaître l'âge apostolique grâce à son travail. Et rien ne peut l'empêcher d'avancer, surtout pas ses réseaux savants et surtout pas ses collaborateurs. Donc, quelles que soient les objections qu'ils peuvent faire, eh bien, il continue à publier son texte comme il l'entend. Et bien entendu, tout change à partir de 1519. Donc pour conclure, je dirais simplement qu'en dépit des tensions qui ont pu jaillir entre Érasme et ses collaborateurs pendant la confection de l'œuvre, la plupart se rejoignent pour célébrer le Nouveau Testament de 1516. N'est-ce pas Ocolampada lui-même qui, dans la postface, écrit que ce Nouveau Testament, je le cite Ocolampada, est un spectacle admirable qui nous restitue l'Évangile dans sa fraîcheur première, tel qu'aux apôtres il fut confié, descendu directement des greniers célestes. Les imprimeurs humanistes évangéliques, également, je pense notamment à Guillaume Morel et à Adrien Turneb, eh bien, vont s'enthousiasmer également de ce texte et projeter une publication extrêmement rapide, tout comme Luther, qui en fait bientôt son livre de chevet. Néanmoins, et je terminerai sur ce point, les critiques vont également fuser, nous le savons rapidement, aussi bien de la part des membres, je dirais, de son réseau, que ce soit Budet, on l'a vu, ou Gerbel, que bien sûr de la part de la faculté de théologie de la Sorbonne. Et alors, ce qui est intéressant, me semble-t-il, c'est d'observer que finalement, lorsque les réseaux, en 1516, lorsque les réseaux savants d'Érasme sont faibles, sont réduits à quelques hommes, eh bien Érasme est heureux, sûr de son projet. Alors que lorsqu'il s'étoffe, eh bien il est certes moins solitaire, il est certes riche de manuscrits divers et variés, mais progressivement au fil des années 1519, 1522, 1527, il est aussi terriblement, tragiquement malheureux, car il doit désormais justifier son travail. Si vous voulez, à partir de 1519, les manuscrits sont moins là pour percer les mystères de la parole de Dieu que
pour justifier les choix bibliques d'Érasme. En fait, les réseaux savants sont surtout utiles pour Érasme pour se défendre et non pour progresser, non pour progresser dans l'écriture du Nouveau Testament. Cela explique sans doute qu'à partir de 1525, eh bien, Érasme ne veuille plus écrire, ne veuille plus répondre à sa correspondance. Il dit je ne veux plus écrire de lettres, je ne veux plus participer à aucun réseau. L'imprimerie est devenue source du mal et les réseaux source d'angoisse, et je dirais même symptôme de sa tragédie personnelle. Je vous remercie. Merci beaucoup de cette belle évocation de la fébrilité collective autour de la fabrique du Nouveau Testament, mais surtout de la solitude de l'entrepreneur face à ses choix.